Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bon, des débats évidemment qui s'annoncent un petit peu tendus, vous l'avez compris, mais c'est bien la raison pour laquelle nous sommes avec vous sur Sud Radio, c'est d'essayer vraiment de poser les vraies questions. Bon, les vraies voix ce soir sont Véronique Langlais, la présidente du syndicat des bouchers de Paris. Et elle aime sa boucherie, n'est-ce pas Véronique? Et elle aime ses éleveurs, n'est-ce pas Véronique? Oui. Et elle aime ses bouchers, n'est-ce pas Véronique? Oui, bien évidemment. Et elle aime ses clients comme moi, n'est-ce pas Véronique? Parce que je suis client. Aussi. Évidemment. Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. C'est un beau livre. Venu d'où d'ailleurs? Du Sénégal. Ah, Dakar, la capitale, tout ça. Et champion d'Afrique de football. Absolument, enfin, oui, ça. Enfin. Et puis Nicolas. Une étoile. Et puis Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, notre penseur à nous. Ah, mais c'est gentil. C'était joli l'hommage que vous avez rendu aussi à Jacques Delors. Vous aimez bien mes hommages. Je reviendrai pour les prochains. Doucement. Allez, on y va pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le tueur était sous traitement médical. Pas sûr d'ailleurs qu'il le prenait, personne ne le suivait. Par faute de place en psychiatrie, comme beaucoup d'autres, il était rentré chez lui, auprès de sa femme qu'il avait agressée au couteau. Mais la justice avait constaté une irresponsabilité pénale. Sa femme n'avait pas porté plainte, classée sans suite. La suite, vous la connaissez, 4 ans plus tard, le jour de Noël, cette femme et ses 4 enfants sont retrouvés assassinés chez eux. L'auteur, cet homme, déclaré déséquilibré, le père et mari des victimes. Vous réagissez sur X, Twitter ou au 0826 300 300. Nous vous posons la question, faut-il supprimer l'irresponsabilité pénale des malades psychiatriques? Avec nous dans un instant Nathalie Goulet, la sénateur UDI de l'Orne, qui travaille sur une proposition de loi concernant l'irresponsabilité pénale. J'aimerais d'ailleurs, avant cela, vous demander une réaction. Madi Saïdi, quand on écoute les comptes rendus, on se dit évidemment tout de suite comment cet homme pouvait être en liberté. C'est sûr qu'on se dit qu'il y a eu quelque part un loupé. Ce monsieur ne devait pas être en liberté. Il a quand même planté sa femme une première fois. Certes, elle n'a pas voulu porter plainte pour des raisons qui lui sont propres, mais c'était quelqu'un en tout cas qui était malade. Il n'avait rien à faire dehors. On peut imaginer d'ailleurs la raison pour laquelle cette femme n'a pas porté plainte. Elle était enceinte de 8 mois. C'est son mari, il y a les 3 autres enfants. Et puis il y a cette pression terrible. Donc elle n'a pas été protégée, c'est ce qu'il faut dire. Non, absolument. Elle n'a pas été protégée sous prétexte qu'il était irresponsablement pénal, Nicolas Corato. Je sais que vous êtes attaché aux droits de l'homme. Je sais qu'on parle de l'irresponsabilité pénale. En ce qui concerne cette affaire, je pense qu'il faut qu'on laisse l'enquête aller, parce que c'est un peu étrange ce que vous nous dites. C'est-à-dire, vous nous dites, elle n'a pas porté plainte, mais il aurait été laissé libre par décision de justice. De deux choses une. En fait, c'est qu'il y a non-lieu. En fait, dans la mesure où elle ne porte pas plainte, il y a non-lieu. Mais non, il n'y a pas complètement non-lieu, puisqu'il n'y a pas de plainte. Donc il faudrait vérifier ce sujet-là. Vous jouez sur les mots, Nicolas. Non, je ne joue pas sur les mots, parce que le sujet de savoir s'il est passé devant un juge qui a considéré qu'il était irresponsable pénalement. C'est ce qui s'est fait. Et derrière, ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'il avait un contrôle judiciaire ou s'il y avait un suivi qui lui était imposé, voire même une hospitalisation d'office, parce que généralement, dans ces cas-là, quand des gens sont dangereux à ce point-là, on ne les laisse pas revenir, y compris dans leur domicile. Il y avait un suivi médical et en Seine-et-Marne, le département où il est, il n'y a pas cette place. Et il avait un traitement, mais personne ne s'assurait qu'il prenait ce traitement. Il y avait une ordonnance de protection pour protéger cette dame qui aurait pu avoir droit, aurait pu demander l'éloignement de son compagnon violent, voire même criminel. Donc je dis pas ça par ordonnance de choses, je dis c'est toujours très compliqué de parler de principes généraux et de principes fondamentaux comme celui de l'irresponsabilité pénale, dont on va le voir, qui remonte quand même au fondement de notre civilisation. Je rappelle que depuis Babylone, depuis Israël, depuis la loi des 12 tables au 5e siècle avant Jésus-Christ chez les Romains, on ne juge pas les fous. Et que il y a une raison fondamentale derrière tout ça qui fait la différence entre une civilisation et la décivilisation. Et d'ailleurs, je vous cache pas, Nicolas, c'est compliqué d'en parler à propos de ce fait divers horrible dont on ne connaît pas encore. Je parle de la phase préalable, le traitement qui a été réservé à cet individu qui manifestement n'avait rien à faire, ni dehors, ni au domicile de sa compagne ou de son épouse. Beaucoup de choses ont été révélées et recoupées par les journalistes qui ont mené l'enquête. Donc là aussi, ce sont de vraies infos. Avant de retrouver les vraies infos, pardonnez-moi Frédéric, les vraies informations, c'est celles qu'on aura dans l'enquête du procureur. C'est celle qu'on a déjà eue aussi. Non, excusez-moi, il y a tellement
même des il y a faits qui tellement sont d'affaires clairs. dans lesquelles on s'aperçoit que les médias aussi déforment parfois la réalité. Moi, j'attends quand même le rapport du procureur de la République pour savoir exactement ce qui s'est passé. Si les médias déforment la réalité, c'est que les journalistes ne font pas bien leur métier dans ce cas-là. Mais pour l'instant, faisons leur confiance. Véronique Langlais. Le sujet, c'est combien y en a-t-il comme lui qui sont aujourd'hui sur le terrain. C'est ça aussi le sujet. Et si on ne prend pas en compte ce qui s'est passé, il y en aura d'autres. Et c'est ça aussi aujourd'hui le sujet, c'est vraiment de se positionner pour que on suive ce genre d'individus qui ne soient pas laissés dans la nature. Je rappelle que quand on est prisonnier, qu'on est libéré, on a un droit à un suivi, et je ne vois pas pourquoi, lorsqu'on a des problèmes psychiatriques, on n'aurait pas droit à un suivi qui soit vraiment pris en compte, parce que là, il y a quand même des morts. Ouais. Sur la formulation de la question qu'on propose à nos auditeurs, oui, je m'étais posé la question, faut-il juger les fous, comme vous avez repris, Nicolas, cette expression. C'est vrai, il y a toutes ces questions. Alors d'ailleurs, la question donc on a choisi de vous poser, c'est faut-il supprimer l'irresponsabilité pénale des malades psychiatriques? Et pour l'instant, vous dites oui à 75%. Retrouvons donc Madame la sénateur de l'Orne, Nathalie Goulet, qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Nathalie Goulet. Je voulais juste préciser donc que vous avez fait une proposition de loi sur les auteurs de crimes jugés irresponsables, et ce bien avant ce terrible fait. Donc vous êtes au cœur de la question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et la preuve en est faite, que nous ne sommes pas assez armés pour protéger de la société des gens qui sont amenés à faire ce genre d'actes? Alors, il y a un chaînon manquant dans le dispositif. Je voulais vous dire d'ailleurs que on avait fait voter il y a 2 ans un texte qui correspondait à un texte que j'avais déposé, plus un texte de l'Assemblée nationale après l'affaire Halimi, puisque ça avait aussi provoqué... Oui, de Gisèle Halimi, oui. Non, pas Gisèle, Sarah. Sarah, pardon, excusez-moi, Sarah Halimi, oui. Je vous en prie. Et alors que la Cour de cassation avait fait son travail, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un dispositif, puisque la Cour ne pouvait pas distinguer là où la loi ne faisait pas. Et en travaillant ce dossier et en lisant un rapport de messieurs Houillon et Rimbaud de l'Assemblée nationale, j'ai constaté qu'il y avait des cas de non-lieu en 2018, 326, et Madame demandait à une minute combien de gens il y a comme ça. Et c'est très simple. En 2018, il y avait 326 personnes qui avaient été estimées, je peux pas dire jugé parce qu'il n'y a pas eu de jugement, donc estimé irresponsable, il y a eu 326 non-lieux, et tenez-vous bien, il y a eu 13 495 classements sans suite. Oh là là. Grosso modo, il y a 14 000 personnes en 2018 qui sont passées à un moment ou à un autre dans le circuit judiciaire sans avoir été condamnées, parce qu'il y a eu un non-lieu ou un classement sans suite. Et là, il n'y a pas de suivi. Bon. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en 2019, la chancellerie a décidé d'arrêter la collecte de ces données pour des raisons, paraît-il, économiques. Et donc, on s'est retrouvé avec un chaînon manquant évident. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont été estimés irresponsables comme l'auteur présumé de ce qui s'est passé à Meaux, et pour lesquels on n'a ni un fichier, et encore, en tous les cas, pas de traces, parce que dans ces cas-là, l'hospitalisation, vous en parlez tout à l'heure, l'hospitalisation, elle serait sans consentement, n'est-ce pas? Bon. En l'hospitalisation sans consentement, il manque un chaînon, et le chaînon, c'est la proposition de loi que j'ai déposée il y a déjà 2 ans, qui était caduque et que j'ai redéposée il y a quelques semaines, rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais le chaînon, il est manquant depuis des années. Alors souvent, nous parlions du terrible cas de Sarah Halimi, sauvagement tuée en 2017. Le caractère antisémite du crime avait bien été retenu, mais comme l'accusé avait été victime de bouffées délirantes suite à une grosse consommation de cannabis, la Cour l'avait jugé responsable pénalement. Donc, on voit bien, on est complètement perdu aussi sur le cadre, Madi Saïdi. Absolument, ça c'est un vrai problème. On a plein de schizophrènes. La vérité, c'est que quasiment les 3/4 des jeunes qui fument de la chiche se retrouvent à un moment de leur vie dans un état de schizophrénie. Ils entendent des voix et ils agissent. Et effectivement, on est en France, dans un pays où, on l'a dit justement, on ne juge pas des fous. Au-delà de les juger, peut-être qu'il faudrait encadrer ces gens-là, il faudrait les accompagner. On est quand même en France où on a un vrai problème de structure psychiatrique.
Tous ces jeunes-là sont soit en hôpital où ils ont le droit de sortir et de rentrer comme ils veulent, ou alors ils vont à la première consulte et après ils se représentent plus. À un moment, je crois qu'il appartient aussi à l'État, aux autorités judiciaires de faire leur boulot. Et ces gens-là, à défaut de les enfermer, il faut les contraindre à suivre un traitement. C'est juste pas possible, on peut pas les laisser en liberté. Bon, et on va revenir avec vous dans un instant, Nathalie Goulet, hein, Madame le sénateur, mais je voulais juste aussi sur l'équilibre entre le secret médical et la coopération avec les services sociaux et judiciaires. C'est ce sur quoi revient d'ailleurs dans un communiqué le maire de Meaux, Jean-François Copé. Là aussi, on a l'impression qu'à trop vouloir protéger et à respecter certains principes, Véronique Langlais. Oui, le principe de la liberté. On est libre de ne pas prendre ses médicaments aussi, si on a envie. Sauf que on n'est pas libre d'occulter la vie de quelqu'un, en fait. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est d'être conscient que quand on ne fait rien, on fait aussi des victimes potentielles. Et alors, malheureusement. Oui, je sais l'attachement au principe des valeurs humaines, de droits humains de Nicolas Corato, notre vraie voix ici, Nicolas, et c'est tout à votre honneur. Bon, mais avec tout cela, on repose la question aussi de la collecte des données, des obligations de soins, et d'ailleurs, Madame la sénateur qui est là pose aussi le problème sur les terroristes aussi, par exemple. Nicolas. Les principes de liberté ne sont pas opposés avec l'exigence de protéger la société civile. En êtes-vous sûr? Complètement. D'ailleurs, notre démocratie est l'exemple qu'on peut vivre dans un schéma de liberté en protégeant la société civile. Après, il y a un débat. Est-ce que cette protection est suffisante ou pas? Manifestement, ici, il y a du travail à faire. Oui. Mais on arrive aujourd'hui à vivre en société tout en étant libre. Ou sinon, effectivement, vous me démontrerez que les dictatures génèrent moins de délinquance. Je vous annonce que en URSS ou aujourd'hui en Chine, il n'y a officiellement aucune délinquance. Je pense que si on regardait les chiffres, et notamment les chiffres des violences et des homicides, on serait un peu surpris. La vraie question sur ce sujet-là, c'est que elle est peut-être moins à rechercher dans la législation que dans les moyens, encore une fois, qu'on donne aux lois pour les appliquer. Madame la sénatrice parlait des hospitalisations d'office. On peut aujourd'hui hospitaliser d'office une personne contre son consentement. La procédure existe. Encore faudrait-il, et c'est intéressant d'aller voir les juges de la liberté des détentions qui sont dans ces formations de jugement pour décider d'hospitaliser ou non une personne d'office. Qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Ils ont le nombre de lits disponibles dans nos hôpitaux psychiatriques. Et ils ont un schéma de pénurie totale de tous nos services d'assistance psychiatrique. Et donc, ça, c'est terrible. On peut changer les procédures, on peut changer les lois, mais à moins de se séparer définitivement des fous, et je suis pas pour le rétablissement de la peine de mort, je ne vois pas comment on a bien compris ça, on fera l'économie d'investir fortement dans l'hôpital psychiatrique, dans l'hôpital psychiatrique de jour également, qui manque considérablement de moyens et qui est vraiment le parent pauvre de notre politique de santé publique. Nous allons y revenir. Nous avons le temps, mais j'aimerais que nous en reparlions avec Nathalie Goulet. Alors, vous avez dit Madame la sénatrice. Je sais que Madame Goulet préfère dire Madame le sénateur. Hein, c'est ça, Nathalie Goulet. Hein, oui, non? Oui. Mais si vous dites la sénatrice, c'est pas grave. Ouais, voilà. Mais on tâtonne aussi là-dessus. Bon, oui, revenons. La sénatrice, ça va aussi. Bon, très bien. Bon, on est d'accord avec Nicolas. Donc, sur ces données, je comparais le cas aussi des terroristes sur la collecte d'informations. Vous avez aussi intégré toutes ces données. Expliquez-nous. Non, c'est-à-dire qu'on a le même problème. Alors, juste un instant pour revenir sur ce qui a été dit. Vous avez le cas de cet auteur présumé à Meaux avec le problème du fait qu'il soit pas du tout passé en jugement. Et vous avez parlé du juge des libertés il y a une minute, mais cet individu n'est jamais passé par un juge des libertés puisqu'il n'est jamais arrivé au stade de la. Donc, on peut pas non plus tout mélanger. Que la psychiatrie soit le parent pauvre, c'est une absolue évidence et on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup écrit et évidemment ça c'est un vrai sujet. Et puis maintenant sur le problème des terroristes et de leur suivi en janvier, on a un texte qui arrive au Sénat pour compléter des dispositifs. Donc là, sur le sujet de Meaux qui est le sujet du jour, il y a un chaînon manquant. Là, on a besoin d'une mesure législative supplémentaire. Voilà. Celle-là, elle. Bon. Et sur les terroristes, on a besoin de faire un point, des outils et des moyens qui y sont afférés. Alors vous savez que la justice a eu cette année la plus grosse augmentation de budget depuis des années.
Mais il faut encore former les médecins, les psychiatres. On manque de psychiatres, on manque de psychanalystes, on manque de lits. Tout ça, on est d'accord. Si vous voulez, si on doit faire aujourd'hui le procès de l'ensemble du système de l'irresponsabilité, ça nous amène beaucoup plus loin que le sujet de mots, mais c'est normal qu'on y arrive. Et pour reparler de Sarah Halimi, la décision qui a choqué, c'est qu'à la fois, on avait reconnu la bouffée délirante et en même temps l'antisémitisme. Oui, c'est ça, c'est incompréhensible. Ouais. Non, mais c'est pas du tout incompréhensible. Pour nous aussi, pour vous peut-être pas, mais pour moi oui, par exemple. Non, mais c'est incompréhensible pour tout le monde, parce qu'il peut pas à la fois être reconnu comme étant antisémite et à la fois délirant. D'accord. Sauf que la loi ne prévoyait pas de distinction. Et comme la loi ne prévoyait pas de distinction, la Cour de cassation, qui a parfaitement fait son travail, ne pouvait pas distinguer là où la loi ne distinguait pas. C'est pour ça qu'en 2021, on a voté un texte qui permettra désormais de faire la distinction. Et on a aussi voté des dispositifs pour mieux protéger les victimes. Ouais. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il faut quand même un peu d'outils. Dans une démocratie, théoriquement, c'est le Parlement. Voilà. Subsidiairement au Sénat, on n'a pas d'article 49.3, donc nous sommes des gens... Oui, je le rappelle, vous êtes sénateur et sénatrice, donc. Voilà. Bon. Et donc, voilà. Donc c'est très très important de bien identifier. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais il faut bien cadrer les choses quand même, parce que sinon, évidemment, les gens sont choqués et c'est normal. Et nous suivrons bien sûr l'évolution de cette proposition que vous faites. Réaction au 0826 300 300. Nous avons vu qu'auprès des auditeurs de Sud Radio, c'était 75% oui à la question. Quand même, faut-il supprimer les responsabilités pénales des malades psychiatriques? Qu'en pense Guy, donc notre auditeur fil rouge aujourd'hui, Guy depuis Paris. Guy, quel est votre sentiment? Vous avez écouté ce débat. C'est un peu la question, faut-il juger les fous? Ce que disait Nicolas Corato. Très intéressant. Alors d'abord, il faut d'abord définir ce que c'est qu'une personne folle. C'est déjà la première chose. Secondement, ces personnes sont parfaitement en état de discerner et bien souvent, elles ne se laissent pas soigner, donc elles ont une responsabilité. Moi je suis contre la suppression de la responsabilité pénale. Je vais même beaucoup plus loin, à partir du moment où une personne comme ce monsieur a déjà frappé sa femme à coup de poignard, quand bien même ce soit dans l'omoplate. Donc il y a déjà, même si la femme ne porte pas plainte, il y a déjà un avertissement. Cette personne doit être soustraite de la communauté. Je suis pour que toutes les personnes qui ont commis un acte délictueux de ce genre, une attaque à main armée, soient mises à part dans une grande communauté, un grand bâtiment, que sais-je, soient surveillées et soignées. Qu'elles ne soient pas remises en liberté. Il en est de même pour ces personnes qui ont commis un meurtre et qui ont été soi-disant condamnées à perpétuité, mais qu'on retrouve au bout de 20 ans ou 30 ans libérés. Un gars qui a commis ce meurtre à 20 ans, il est libéré à 50 ans. 50 ans, il est toujours actif. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a récidive. Dans la quasi-totalité des cas, il y a récidive. Moi, je suis dans une association qui s'occupe des enfants et des personnes autistes. Oui, qui s'appelle comment le nom de cette association? Foi et Lumière. Oui. On n'a pas de cas d'attaque sur les personnes par ces personnes autistes, quel que soit l'âge. Or, ces personnes que l'on dit vouloir excuser ou supprimer la responsabilité pénale sont des personnes qui sont en pleine conscience. Ce monsieur est en pleine conscience. Il travaillait, il ne prenait pas ses médicaments, il faisait ce qu'il voulait. Bon, il est quand même conscient. Faut pas être trop miséricordieux avec ce genre de personnage. Moi, j'isole ces personnes parce que je sais qu'il va y avoir récidive et je sais qu'il y a une personne une victime qui va souffrir de l'action de ces personnes. Merci pour votre point de vue, Guy. Merci au 0826 300 300. On savait qu'on aurait encore plein de choses à dire sur ce débat. On en reparlera, c'est sûr, sur Sud Radio. On a un petit peu dépassé le temps. On va vite avancer. Remercions Nathalie Goulet et bon courage pour votre travail, Madame la sénateur, au Sénat pour cette proposition de loi qui, on l'a bien vu, arrive vraiment à un moment plus qu'important. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Nous restons avec les 3 vraies voix tout de suite.